Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour ma deuxième vidéo de la semaine, eh bien, je vous parlerai de The Witcher, la gamme en VF, le jeu de rôle officiel chez Arkham Asylum. Et donc Witcher, qu'est-ce que c'est? Witcher, c'est avant tout une série de romans de fantasy qui nous a été proposée par la plume donc, de Andrzej Sapkowski. Je consulte mes notes pour justement ne pas écorcher son nom. Un écrivain donc polonais qui nous a fait une série de pas mal de romans, hein. Il y en a 7 ou 8 je crois, que je n'ai pas lu. Il y a également donc évidemment beaucoup plus connu une série de jeux vidéo donc chez CD Projekt qui voilà a énormément une énorme réputation. En tout cas, autant on va dire de fans que de détracteurs, on va dire en fonction des versions. Bon, je reviens pas là-dessus parce que moi j'y ai pas joué non plus aux jeux vidéo, donc j'ai suivi ça de très très loin. Et The Witcher, c'est également aussi depuis donc 2 ans, un peu plus de 2 ans, une série Netflix que là j'ai regardé par contre. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans la saison 1 à cause, on va dire, des problèmes de chronologie, puisque voilà, la série est assez proche, d'après ce que j'ai compris en consultant des experts, plus des romans, on va dire, que du jeu vidéo, évidemment. Bon, ça c'est leur parti pris, mais j'ai eu du mal moi à accrocher donc au casting et voilà, c'était un peu trop décousu et pas trop expliqué dans la première saison, tous ces problèmes de chronologie, et donc c'était un peu dur à suivre. Par contre la deuxième saison j'ai beaucoup plus accroché, beaucoup mieux. J'accroche toujours pas au casting par contre, hein. Je trouve que voilà ils ont vraiment fait des erreurs par rapport à, on va dire à la matérialisation des personnages tels que je le faisais. Bon, j'étais peut-être trop on va dire influencé par la manière dont ils étaient décrits et matérialisés dans le jeu vidéo, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'y retrouver au niveau des choix des acteurs. Bon, ça après c'est un choix, on va dire un avis personnel, hein. Il y en a, ils peuvent tout à fait être contents, on va dire, du casting. Ça c'est vous qui voyez. C'est juste moi, on va dire, personnellement, que je trouve, voilà, ils auraient pu choisir, je pense, un meilleur casting pour coller un peu mieux, on va dire, à l'idée qu'on se faisait des personnages par rapport à la manière dont ils sont décrits dans les romans et dont ils sont, on va dire, ouais, vraiment matérialisés dans le jeu vidéo. Et donc, The Witcher, grâce à donc la société Talzorian, qui est donc la société éditrice de Cyberpunk, non des moindres, voilà, la famille Pondsmith, au grand complet. Donc là, c'est surtout la mère et le fils qui ont travaillé là-dessus, pas le père. Donc le père qui est lui le grand gourou de la gamme Cyberpunk, et donc aussi Cyberpunk Red, hein, plus récemment, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et ben ils ont créé cette adaptation. Donc un jeu vraiment très très dense qui utilise d'ailleurs le même système que, que Cyberpunk justement, donc c'est-à-dire ce fameux système dit fusion, c'est comme ça qu'il s'appelle, où donc le principe est assez simple, hein, c'est attribut plus compétence plus un des 10 ouverts pour battre une difficulté. Le système de résolution sur ce point est vraiment très très simple. Et c'est tout ce qui est autour, on va dire, qui va rendre le jeu un peu plus, on va dire, touffu. Je dis pas qu'il est forcément complexe, je dis quand même qu'il y a, on va dire, plein de petits systèmes, sous-systèmes, on va le voir quand je vais vous montrer le livre de base, qui quand même vont rajouter énormément de petits détails de précision qui ravira, comment dire, les gens qui ont joué aux jeux vidéo, parce que le jeu vraiment on sent, comment dire, qu'il y a toute une dimension, on va dire, pour se rapprocher en fait de la manière dont on gère un peu, on va dire, les choses dans le jeu vidéo, la gestion des ressources en particulier. Et également, on va dire, plein de petits ajouts, détails et choses, en particulier sur le background des PNJ qui est extrêmement dense, mais très intéressant, hein, voilà, ayant vécu, comment dire, une séance de création de personnages, puisque sur The Witcher, je dois également vous prévenir, je suis joueur, donc j'ai essayé de ne pas trop me spoiler, que ce soit sur l'univers ou sur les scénarios. Donc d'habitude, je ne vous je ne vous dévoile pas, on va dire, les intrigues des scénarios, hein, pour éviter que les joueurs, comment dire, se fassent spoiler en regardant mes vidéos. Ça serait quand même un peu dommage, même si mes vidéos sont quand même surtout tournées et
vraiment à destination des MJ la plupart du temps, mais aussi des joueurs. Donc j'essaye quand même de pas trop, on va dire, dévoiler ce qui pourrait, on va dire, complètement briser l'effet de surprise sur certaines campagnes, certains scénarios. Mais là, voilà, on a quand même un système qui est quand même très complet et on va dire une description de l'univers, on va dire, qui demande malgré tout, je pense, à aller chercher des sources dans d'autres livres, donc le jeu vidéo ou la série, peut-être pour, on va dire, rajouter des détails, rajouter, on va dire, de la matière. Bon, il y a possibilité de trouver assez facilement des données. On les trouve également, évidemment, au niveau de l'univers, dans les scénarios et dans plein de petits, dans les suppléments, de manière distillée, de manière assez on va dire, succincte quand même, mais ça donne à chaque fois tous les éléments qui sont nécessaires pour justement pouvoir jouer le scénario, et bon, ça alimente évidemment aussi les détails sur l'univers. C'est un univers extrêmement riche. Moi, j'avoue que pour l'instant, comme je le découvre, on va dire, de l'intérieur, je me suis vraiment fait l'effort de pas trop me dévoiler justement aussi pour pouvoir le découvrir plus en jeu. Donc je préfère vous dire que sur l'univers je vous en dirai pas trop parce que bah voilà, je suis dans cette démarche de découverte, ce qui m'arrive assez peu hein. Généralement les jeux auxquels je joue c'est des jeux, comment dire, que je connais de près ou de loin au niveau de l'univers, mais bon, voilà, quand je deviens joueur, j'essaye de me restreindre évidemment à ne pas trop, euh, on va dire, également gâcher le plaisir des autres joueurs. Donc là, au moins, je n'ai pas besoin de leur gâcher le plaisir, puisque c'est eux qui connaissent beaucoup mieux l'univers que moi. Il y a deux joueurs qui connaissent très très bien l'univers. Le MJ lui-même également le connaît très très bien. Parce qu'il y en a deux vraiment qui ont joué aux jeux vidéo. Un qui a suivi pas mal de let's play, qui a lu les romans. Donc ils sont vraiment à fond dedans. Et moi, voilà, moi je regarde cela d'un œil extérieur. Et ça change un peu la donne. Et c'est ça c'est ce point de vue-là en fait que je vais en fait vous exposer aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo, parce que je ne savais pas justement si ce point de vue allait être pertinent. Et je me dis après tout que bah, pourquoi pas. Hein, après, voilà, je pense que vous saurez comment dire, voir où est votre intérêt en ayant le point de vue cette fois-ci plus d'un joueur que d'un MJ. Voilà, je voulais quand même que les choses soient dites. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer, comment dire, au jeu proprement dit. Alors, donc Witcher nous propose, en termes de propositions ludiques, de jouer donc dans un univers qui est vraiment un univers médiéval fantastique que de prime abord on pourrait penser assez classique, mais il est bien, bien construit. Il est, on va dire, plutôt vraisemblable. Donc nous sommes dans l'Empire, donc voilà, là on a par exemple la carte de l'Empire de Nilfgaard, avec les différents petits royaumes. Donc voilà, nous par exemple dans notre campagne en ce moment, nous jouons justement dans Nilfgaard. Il nous a fait commencer de toute façon par le scénario du livre de base et a l'intention de nous faire jouer tous les scénarios qui sont disponibles dans la gamme, en particulier ceux du livre des contes, qui sont, j'y reviendrai, donc un recueil de 6 scénarios qui ne forment pas une campagne, mais qui peuvent, on va dire, se jouer à la suite, même s'ils sont tous indépendants. Notre groupe, tel que nous l'avons constitué, voilà, moi je joue par exemple une druidesse, justement, qui vivait dans le nord. Nous avons également donc un chirurgien halfling. Nous avons donc un witcher, qui est donc un witcher, je crois, de l'école donc du griffon. Nous avons également donc une archère elfe. Et ma femme joue une guerrière zéricanienne. Voilà. Sachant que la classe de guerrière zéricanienne n'est pas encore disponible, on va dire, dans la gamme officielle, mais il y a un très très bon site que je mettrai en description, justement sur The Witcher, qui donne plein on va dire, de classes de personnages et de matériel divers et variés. C'est vraiment pléthorique. Le site de fans est vraiment excellent, et donc je vous conseille donc d'aller le voir. Ce sera en description.
pour avoir du matériel supplémentaire, même si bon, il y a déjà tout ce qu'il faut au niveau comment dire, du livre de base. Alors comme je disais, l'univers en lui-même, il est vraiment esquissé dans les très grandes lignes dans le livre de base. Ça vous nécessitera quand même d'aller soit piocher dans les romans, soit vous au moins regarder la série télé pour avoir peut-être une meilleure comment dire, vision, justement, une vision plus précise de l'univers par rapport à ce qui vous est décrit. Bon, c'est suffisant, hein. Mais voilà, je pense que le jeu quand même est destiné à des gens qui connaissent l'univers de Witcher, parce que j'ai l'impression que au-delà des grandes lignes qui sont, voilà, c'est bien fichu, hein, mais ça n'en reste pas moins pas suffisant de mon point de vue. En tout cas, c'est peut-être plus là mon point de vue de MJ qui ne connaît pas assez bien l'univers, qui aurait besoin d'un peu plus de matériel. Les illustrations à l'intérieur sont vraiment très belles. En tout cas, dans le livre de base, moi j'ai vraiment été scotché par la plupart des illustrations qui sont proposées. Donc le livre de base, lui, qui fait quelque chose comme tout de même 340 pages quasiment, propose donc déjà la vue, enfin un panorama rapide de l'univers. Il y a pas mal de petites nouvelles aussi qui nous plongent évidemment dans l'ambiance de cet univers. Après, on passe aux caractéristiques donc des différents personnages importants de la série. Donc Geralt de Rive, Yennefer évidemment, Jaskier, le casse-pied, ça rime en plus, Zoltan, Triss, Vernon ou Vernon, je ne sais pas comment vous le prononcez, Yorvet, Leto de Guletta. Il y en a certains que je ne connais pas hein, d'ailleurs, mais la plupart des personnages, on va dire majeurs, oui, évidemment, je les connais. Donc vous pouvez voir que au niveau, par exemple, de la description de Geralt, on a les caractéristiques primaires qui donc sont les mêmes que dans Cyberpunk. Donc intelligence, réflexe, dextérité. Donc c'est alors le COR c'est courage je crois encore ou non coordination je dis des bêtises, vitalité, empathie, tech, volonté, charisme. Je crois que ça doit être ça, hein, parce que les acronymes me reviennent pas. Moi, j'ai plus l'habitude des caracs en anglais, donc ça me revient pas forcément parce que j'ai en fait moi la version en anglais du livre, et c'est celle en français que je vous présente, qui n'est pas la mienne d'ailleurs. C'est la gamme complète en français d'un de mes joueurs, enfin d'un des joueurs de la table. Ensuite, on a une série de compétences, donc on a une liste qui est quand même, elle est assez conséquente, mais elle est suffisante. On a les compétences spéciales qui sont dues évidemment à votre archétype, à votre rôle, comme on dirait dans Cyberpunk. Là, puisque c'est un Witcher, un sorceleur, donc on a évidemment ses différents sorts de magie et son équipement, sachant que l'équipement a énormément d'importance dans le jeu. L'équipement, sa nature, on va dire son taux d'usure, plus toutes les composantes et ainsi de suite, tout est vraiment, on va dire, pesé, comment dire, au gramme près, c'est pour ainsi dire. On est vraiment dans cette logique, avec évidemment des règles d'encombrement qui vont avec, qui sont un peu lourdingues hein, d'ailleurs. De toute façon, moi, les règles d'encombrement, ça a toujours été je les mets tout de suite, toujours, on va dire, un peu à la poubelle, en essayant de rester plus logique que réellement en calculant au gramme près, quoi, parce que sinon, on n'en finit plus. Enfin, moi, je le trouve, hein, si on s'attache à des règles précises d'encombrement, le but, évidemment, c'est d'éviter les abus, on est bien d'accord, mais si on est un petit peu sensé, que ce soit le joueur ou le MJ, suffit de tomber d'accord en disant oui là je te permets on va dire de porter ça sur toi, c'est possible, ça non c'est pas possible parce que t'es trop chargé, voilà. Donc on a le personnage donc, qui est décrit selon ces choses là, donc les caracs vont à peu près jusqu'à 10, les compétences elles vont généralement ouais, jusqu'à 10 aussi, et donc comme je disais si on veut résoudre une action on ajoute la caractéristique plus la compétence et on lance un des 10 ouvert supplémentaire qui va nous permettre en fait d'égaler ou de battre la difficulté pour on va dire réaliser notre action, tout simplement. Alors, après avoir décrit ces personnages, on a donc un système de création de personnages qui vraiment, alors pour l'avoir vécu en tant que joueur, moi je l'ai trouvé excellent, mais vraiment excellent. Il prend du temps, on a fait une création de personnages en groupe. Donc c'est clair que voilà, on a fait une session 0
pour ça, parce que voilà, et ça donne tellement de matière au départ pour le MJ que franchement, il n'y avait plus besoin de lui en donner, de lui en jeter, il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Donc les races jouables pour l'instant donc, sont les sorceleurs, qui est une race à part entière, les elfes, les nains, les humains, donc il y a les halflings en plus dans le supplément qui va avec l'écran, et on a en fait justement un système de parcours pour générer en fait son background. Et ça c'est vraiment génial, franchement, donc les parcours dits Life Path en VO. En fait on va déterminer de quelle région vous venez, quelle est votre origine, votre famille, quel a été le destin de vos parents, de votre famille justement, en fonction de l'endroit d'où vous venez, votre situation familiale actuelle, est-ce que vous avez des amis aussi influents, donc ça vous donne déjà des contacts de base, vos nombres de frères et sœurs, quels sont leur âge, leur qualité, s'ils sont morts, vivants, etc. Mort vivant, non pas mort vivant, si voilà, et après on va tirer également des événements chanceux ou malchanceux, on est vraiment dans la logique de Cyberpunk, hein, en fait ça vient vraiment, c'est l'héritier du système de génération de background un petit peu plus détaillé que de celui donc de Cyberpunk 2020. Les alliés et ennemis de notre personnage, les liaisons amoureuses, le style également, de savoir comment vous êtes habillé, votre coiffure, vos vêtements, vos noms, etc. Tout y est. Et après, donc, vous avez le choix de votre profession, avec à chaque fois, donc, pour les différentes professions. Donc là, par exemple, on a artisan et barde. Barde, non, voilà, le premier qui avait fait qui disait qu'il faisait un barde à notre table. De toute façon, je pense qu'à mon avis, il passait pas la minute d'introduction du scénario. Avec donc à chaque fois la compétence exclusive, les compétences qui lui sont, on va dire, ses compétences de profession dans lesquelles il sera obligé quand même de mettre des points, enfin le premier lot de points qui lui sera assigné, plus donc la description de la compétence en question et l'équipement à choisir parmi donc ces 5 éléments à choisir parmi ceux qui sont proposés. Voilà, donc c'est sous ce format-là qui est proposé, donc artisan, barde, criminel, docteur, homme d'armes, mage, marchand, prêtre, et sorceleur évidemment, qui est donc à la fois race et classe. Donc en fait, vous choisissez généralement les deux. Donc de base, il y a, je reverrai dans le chapitre, mais il y a quand même plus que l'école du loup évidemment qui est proposée, puisque voilà, il y a l'école également du griffon qui est disponible visiblement, mais il y en a d'autres aussi, hein, je crois qu'il y a l'école du chat, il y a l'école voilà, sachant que nous on connaît surtout l'école du loup, mais voilà, dans les romans, pour ceux qui ont lu les romans, il y en a quand même d'autres, il y a quand même d'autres écoles qui sont proposées. Après, donc on vous décrit les caractéristiques, les compétences, on les décrit. Voilà, tout est décrit, voilà, les tests de compétences, on vous dit comment ça fonctionne, donc ça, voilà. Le système de progression, donc système d'expérience. La réputation, l'arbre de compétences, le système d'arbre de compétences. Alors ça, faut s'y mettre un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas forcément, on va dire, ça coule pas de source si on n'a pas l'habitude, on va dire, de ce genre de système. Parce que c'est un système en fait, voilà, qui pourrait, comment dire, c'est des compétences qui se débloquent petit à petit, un peu comme dans le jeu vidéo, je présume. Ils ont repris probablement ce système. Donc sur les compétences spéciales, vous avez des voies que vous pouvez choisir, avec à chaque fois, on va dire, des capacités que vous allez pouvoir acheter, et vous les débloquez petit à petit, en prenant, on va dire, évidemment, un niveau minimum. Je crois que c'est 5. Il faut avoir 5 dans la première pour pouvoir après débloquer la deuxième et débloquer la troisième. Et après, vous pouvez acheter normalement les autres voies, si je ne dis pas de bêtises. Mais pareil, vous devrez, on va dire, débloquer déjà la première compétence à un certain niveau avant de pouvoir débloquer celle d'après. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'était pas très clair quand j'avoue que j'ai pas revu cette chose-là, mais bon, moi pour mon personnage, c'était assez clair, puisque moi c'est en fait c'est la voix du prêtre en fait. Voilà, c'est la voix du druide que j'ai pu prendre, et donc pour avoir la compétence d'après, il faut de toute façon avoir la première compétence à 5, je crois, et ça m'a permis d'acheter la deuxième. Et après, donc à chaque fois, on choisit en fait une spécialité. Alors, je pense qu'une fois qu'on a choisi la spécialité dans son arbre de compétences, je ne sais pas si on a le droit, comment dire, d'aller piocher, comment dire, dans les autres. Je crois que non. C'est peut-être comme à Cyberpunk, où quand on a vraiment un archétype spécifique, on justement
on est limité, on va dire, à sa compétence spéciale et aux capacités qui découlent de sa compétence spéciale. Et je crois que c'est comme ça dans Cyberpunk Red. Et dans 2020 en tout cas c'était ça. Voilà, donc après l'équipement, donc là comme je vous dis, si vous êtes on va dire des aficionados de la précision, bah voilà, l'équipement ça fait beaucoup le jeu hein, quand même, on voit qu'on est vraiment dans cette logique de jeux vidéo, de MMORPG. Ou en tout cas de jeux, comment dire, de role-playing game version vidéo. Euh, avec évidemment la palme et pour on va dire tout ce qui est compétences d'alchimie avec les différentes composantes que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Donc vous voyez, vous avez vraiment des illustrations qui pètent les genoux hein, en termes de... Ça, sur ce point, le livre de base, il est vraiment très très beau. Bon, après, et la mise en page en plus en français est quand même beaucoup plus belle, plus claire que dans la VO. Je trouve le livre est plus agréable à lire. Donc on a la description évidemment des sorts, de magie diverses et variées, donc les invocations de prêtres, de druides, etc. D'archiprêtres, en fonction de votre niveau évidemment. Les signes de sorceleurs évidemment. J'ai vu que ce que ça donnait en combat, c'est très très puissant dans le système de jeu. Le sorceleur, il s'est bien préparé, il faut qu'il prépare évidemment ses signes avant, il est quasiment indéboulonnable en combat. Quasiment, hein, enfin du moins ce que j'en ai vu. Après, l'adversité qu'on avait en face était pas forcément, on va dire, super dangereuse pour lui en tout cas. Pour nous, peut-être un petit peu plus. Et c'est peut-être là où justement on va voir la différence, c'est que le sorceleur, comme c'est un peu, on va dire, le personnage iconique, on va dire, du jeu, va y avoir quand même une grosse différence, en tout cas une différence significative, dirais-je, à vue de nez. Hein. Je dis ça par rapport au premier retour que j'ai de la partie qu'on a pu faire. Voilà, il va y avoir quand même un écueil entre lui et nous, et les autres. Même si bon voilà, moi j'ai des capacités qui m'ont l'air fortes mais qui demandent un petit peu plus de, on va dire, de préparation encore que lui et qui sont un peu plus limités. Voilà, pour ce qui est en tout cas de la classe de prêtresse et donc spécifiquement de druide. Donc les artisans et alchimistes, donc là tout le système voilà, pour fabriquer des objets, trouver ses composantes, etc. Donc ça c'est vraiment un sous-système et un système dans le système. Voilà, le système d'alchimie aussi, pour comment créer des substances, voilà, on peut créer des formules, des potions. Donc on a, on va dire, tout un code, on va dire, qui est plutôt bien fait, hein, mais bon, je sais pas si ça va être pas un petit peu lourdingue, malgré tout, à gérer pour le MJ, avec ce système d'icônes qui indique le type de composante que l'on doit utiliser. Le système de combat, que ce que j'en ai vu, bon, c'est assez classique, hein, par rapport en tout cas au système de Cyberpunk, qui est un petit peu, on va dire, son ancêtre. Les combats ont l'air quand même assez violents. Voilà, bon, les personnages sont pas non plus, on va dire, des brindilles. Bon, moi, je suis pas loin d'être le personnage le plus physique du groupe et le plus combattant. Et globalement, bon, je vois que je suis pas combattant, mais je suis pas non plus complètement. C'est pas one shot quoi. Vous ne serez pas tué en un seul coup. Il faudra quand même un petit peu plus. Voilà, donc le système d'initiative, de combat, de critique. Le système de critique est très très bien fichu, je trouve. Est plutôt intéressant. Par contre, dès qu'on commence à se prendre un critique, ça fait mal. Nous, on a eu un personnage qui a pris un mauvais coup. Il était couché, comment dire, pour le reste de la partie, quoi. Bon, heureusement que c'était le chirurgien médecin parce que voilà, il a pu se guérir, mais il était un petit peu hors course. Il l'a bien joué, hein, d'ailleurs, en plus en termes de RP. Donc le combat avec les différentes manœuvres spéciales, la magie en combat, les montures et transports, toujours avec des illustrations qui pètent les genoux. Donc tout ça, c'est quand même, voilà, et des règles optionnelles. Sur évidemment la manière donc de gérer les monstres, on va dire leur vulnérabilité, le combat verbal, la géographie du monde. Donc là on a la description un petit peu plus en profondeur justement des différentes régions. Donc là le nord, comme dirait l'autre, c'est le nord. Redania, Quedven, Aerdirn, Temeria, Skellige,
Kovir et Povis, la ligue donc, de Engforce, ou Engfor, Lyri et Rivi, Sidaris, Verden, donc les terres des races anciennes, donc Mahakam, Dol Blatana, Niflgaard, évidemment, qui est décrit, donc le cœur de Niflgaard avec toutes les, voilà, avec les blasons, hein, évidemment, à chaque fois, voilà, au-delà des frontières, donc la Zerikani, Ophir, les différentes alliances, voilà, et un chapitre également donc sur les sorceleurs et donc les différentes écoles qui sont décrites, donc l'école du loup, du chat, du griffon, de la vipère, de l'ours, qui sont proposées dans le livre de base. Les mages aussi, donc les scoliatels, les avekars, les chasseurs de mages, le croissant de lune, l'influence également donc des religions, donc voilà, Mélitel, le feu éternel, Freya, le grand soleil, et enfin la section du maître du jeu, où donc on vous donne évidemment toujours des belles illustrations, avec Jasquier qui est toujours, on va dire, sur le front pour choper une belle. Donc tout ce qu'il faut pour mener les parties, pour gérer les rencontres, les récompenses, les possessions aléatoires des PNJ. On est quand même vraiment dans une optique un peu RPG, il faut quand même le reconnaître, dans la manière dont c'est, voilà, avec la fameuse image du bug, le fameux bug dans le jeu vidéo, voilà, avec Ablette qui se retrouve sur le toit. Donc plein de conseils en fait, qui sont plus des conseils techniques que vraiment des conseils, on va dire de mise en scène précis, mais c'est plus en fait voilà, des conseils pour gérer techniquement tel ou tel aspect. On est plus dans ces conseils là. Donc voilà, pour quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle et qui est assez, on va dire, dans le fait de vouloir suivre des procédures, il aura les procédures. L'ennui, c'est que pour ce qui est du côté peut-être conseil un peu plus pragmatique pour la gestion de ce qui n'est pas prévu et de l'improvisation, je pense qu'à mon avis ça va pêcher un petit peu. Ça c'est mon avis. Les sorceleurs, voilà comment gérer tous les sorceleurs. C'est vraiment, on va dire, un des aspects quand même assez importants du jeu. Leur équipement, donc voilà, gérer leurs alliés, les mutagènes, etc. Les runes et reliques également, donc on a tout un système là-dessus aussi, avec des exemples pour les créer, etc. Et enfin, un bestiaire qui est vraiment avec des catégories de monstres qui vous sont proposées, avec des icônes pour les reconnaître plus facilement. Voilà, et donc une double page à chaque fois, illustration plus donc les caracs, pour justement vous décrire les différents types de PNJ et monstres. Parce que quand ils mettent monstres, en fait, c'est plus, on va dire, tous les PNJ. Voilà. Par exemple, la terrible guenaude, etc. Voilà. Et donc, on a vraiment déjà un bestiaire qui est plutôt bien fourni. Voilà, les loups et les wargs, les loups-garous, les griffons, les sirènes, les aracas, l'andriaque, golem, fielon. Voilà, avec toujours des illustrations quand même qui sont extrêmement belles. Je ne le dirai pas assez, non mais franchement, les neckers, voilà. On en a rencontré des neckers, ça, on a failli avoir des problèmes. Pourtant, c'était que et après les animaux un peu plus communs. Voilà, donc chat, chien, serpent, etc. Donc techniquement le livre de base est vraiment complet puisqu'il y a même, on va dire, un scénario. Donc bonne nuit à tous, qui est le premier scénario justement qu'on est en train de jouer. Donc je le passe rapidement parce que j'ai pas envie de trop me spoiler. Juste chose à dire, donc voilà, avec toujours des illustrations sympathiques. Voilà, il y a des plans. Alors moi je trouve que les plans sont un peu, on va dire, un peu arides, pour ne pas dire, je dirais pas moche, mais on n'est pas loin. On va dire que à défaut d'être sexy, c'est fonctionnel. Voilà, je dirais ça. Mais franchement, là sur les plans, je pensais qu'en fait on ferait mieux, on va dire en 2022, parce que voilà, j'ai trouvé, j'ai quand même revu des Casus Belli, des scénarios de Casus Belli des années 80. Je trouve que les plans étaient bien mieux faits, comment dire, que ceux qui sont dans un livre de 2020, quoi. C'est un peu terrible. Voilà, puisque le livre, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais donc cette traduction date donc de 2019, fin 2019, c'était paru donc fin 2019,
pour ce qui est de la version française, oui c'est ça, alors que la version anglaise devait dater peut-être de 2018. En tout cas, je sais qu'ils l'avaient présenté justement en grande pompe au Fige en 2020, juste avant, on va dire, le grand chambardement, comme on pourrait dire. Donc voilà, avec un bouquin comme ça, de 49 €, vous avez vraiment tout. Mais en termes de système, au niveau univers, il faudra quand même que vous ayez un petit complément avec la série télé, le jeu vidéo ou on va dire les romans. Évidemment, je conseillerais que trop les romans, même si moi je les ai pas lus. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir beaucoup plus d'éléments pour agrémenter en fait le background du jeu au sein des romans. Mais paraît-il que voilà, alors, ce que j'en ai entendu de ceux qui les ont lus, que la qualité d'écriture est quand même un peu particulière et donc c'est pas forcément super évident à lire. Il a une manière d'écrire, paraît-il, qui est, on va dire, qui n'est pas optimale. On va dire ça comme ça. Alors, dans les suppléments qui sont parus, il y a l'écran tout d'abord. Alors, un gros écran blindé, mais alors vraiment blindé, hein, franchement, il n'y a pas plus blindé que celui-là. Donc, un écran patchwork. Les illustrations, c'est dommage parce que chaque illustration, on va dire séparément, est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'en patchwork comme ça, je trouve pas ça, on va dire, extraordinaire. Bon, ça, il fait sa fonction hein, parce qu'il y a plein de tables. Alors par contre, il y a énormément de tables et c'est écrit vraiment tout petit. Hein. Franchement, si vous êtes un vieux MJ myope ou presbyte, vous allez avoir du problème pour lire ça. Bon, moi, j'ai pas de problème parce que j'ai pas encore de problème de vue. J'en ai d'autres, mais pas ceux-là. Et donc, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour gérer le tout venant. Bon, par contre, il y a pas mal de petits éléments pour ce qui est des sorts, etc. Il faudra retourner, j'en ai peur, dans le livre de base. Il est accompagné donc d'un livret Seigneur et Fief qui vous propose on va dire, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de pages. C'est vraiment réduit. Hein. Qui propose des PNJ supplémentaires. Voilà. Ça s'appelle Seigneur FF, mais bon, ça ne s'appelle Seigneur FF que pour une seule chose, pas pour les PNJ. Il y a donc la race de Halfling qui est proposée, donc Alphelin si on doit le dire en français, en plus, et c'est pour le noble en fait. C'est parce qu'il y a la classe du noble qui est décrite dedans. Et la gestion donc aussi du domaine. Voilà, mais bon, c'est expurgé, comment dire, en une page, hein, on va dire la gestion du domaine qui va évidemment avec la classe de noble et du matériel supplémentaire à travers cette petite rubrique qui s'appelle donc le chariot de Rodolphe. Voilà, donc ça fait un peu succinct, donc c'est 25 €. Je trouve que voilà, par rapport un petit livret plus l'écran, ça passe. Allez, hein. Pour 25 €, les écrans sont maintenant seuls et beaucoup plus chers. Donc on va pas quand même trop hurler sur ce point. Supplément, on va dire très très intéressant. Donc le journal du sorceleur pour 35 €. Donc là, je trouve que concrètement, c'est plutôt honnête. Parce que les bouquins sont quand même tout couleur. Hein, et donc là, on a 160 pages à peu près. Voilà, toujours avec de très très belles illustrations. Vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Vraiment, il n'y a pas à dire. La qualité des illustrations sur l'ensemble de la gamme, peut-être un petit peu moins sur le dernier supplément que je vais vous montrer. Je les ai trouvés un peu en dessous du standard de la gamme actuelle. Donc on vous propose dans ce supplément, en fait c'est un bestiaire, avec l'histoire justement des sorceleurs. Et ensuite on vous donne évidemment plein de monstres supplémentaires qui sont décrits pour, on va dire, agrémenter vos parties. Donc on voit quand même que au vu des monstres, le mode de jeu typique quand même c'est un sorceleur qui est un peu le pilier central du groupe, avec ses alliés qui vont évidemment régler, on va dire, des problèmes de monstres qui terrorisent la population. On est quand même dans ce mode de jeu de base classique, on le voit même dans les scénarios. Hein. Premier scénario qui est proposé, concrètement, voilà, il y a des enlèvements, techniquement, je ne dévoile pas trop. Hein.
voilà, des enfants sont enlevés, des humains, comment dire, sont tués, et il faut, en clair, qu'en tant que sorceleur, on règle la situation. C'est la modalité, on va dire, basique qui est proposée. C'est bien, on va dire, pour commencer, je pense, dans le jeu. Je pense qu'après, on a la possibilité d'affiner un petit peu et d'aller vers des choses, on va dire, plus fouillées, des intrigues avec une plus grosse dimension justement autour de toute la situation politique justement, avec l'invasion, on va dire, des différentes invasions justement de Nilfgaard, etc. Les guerres dans le Nord, bon, il y a tout ce contexte-là de toute façon est géré, exposé dans le livre de base et dans les scénarios. Hein. Donc vous l'avez, mais si vous voulez plus de précision, il faudra quand même peut-être que vous lisiez les romans ou vous regardez la série télé qui le raconte quand même plutôt pas mal. Donc Spectre, Barghest, Blême, voilà, avec à chaque fois évidemment leurs différents traits, et en plus pour mettre, on va dire, en lumière, pour présenter en fait justement les différents monstres, on a à chaque fois aussi une petite nouvelle. C'est une mise en contexte, si je puis dire. Voilà, la panthère. Bon, bref, on a vraiment un beau bestiaire. Donc voilà, le couvain, par exemple, c'est pas très très beau quand même. Hein. Voilà, le Vendigo, les hybrides. Donc voilà, la harpie, la manticore, la succube. Voilà, c'est pour faire des clics. Je montre des illustrations avec des femmes lascives. Et oui. Donc toujours ces double pages avec une belle illustration et une mise, enfin une petite nouvelle qui met en contexte les créatures insectoïdes. Donc voilà, le barbegazi, l'épouvanteur, le scolopendromorphe. Alors ça, faut pas du tout que ma femme voit ça parce que sinon elle va faire une crise. Oui, elle aime pas du tout les insectes comme ça. Les menaces souterraines, donc l'élémentaire, donc élémentaire de feu, de glace, de terre, les vestiges, donc les sélicoles par exemple, voilà, on parle un petit peu. Hein. Les Lechen, donc voilà, ça aussi pareil, on en parle dans la saison 2. Les ogroïdes, voilà, le cyclope, le frappeur, le troll. Voilà, ça, on l'a vu de près. Mais ça va, on a géré. Les dracoïdes, donc on a un système en plus à l'intérieur pour créer ses propres vampires et ses propres dragons spécifiques avec un système assez simple hein, qui nous est proposé. Voilà, les monstres donc légendaires, donc voilà les vrais dragons comme on dit, avec donc un système justement pour les créer de manière plus détaillée, donc avec carrément un système de parcours comme pour les personnages. Et il y a la même chose donc pour les vampires, dits vampires supérieurs, pour être un petit peu plus voilà, créer vraiment on va dire des PNJ plus récurrents, ce qui est plutôt sympathique. C'est une bonne idée. Bon après à voir ce que ça peut donner. Donc une petite page sur des mutagènes supplémentaires et un système d'investigation. Donc là, on nous propose une procédure et des conseils pour mettre en place un scénario d'enquête qui va permettre évidemment de traquer en fait un monstre dans le plus pur style en fait justement des scénarios d'enquête sur on va dire ce genre un peu voilà horreur monstre et on va dire mystère. Et enfin, des accroches de scénario sous la forme en fait de petits contrats, de petites annonces ou lettres. Ça c'est plutôt malin pour si vous avez envie de déclencher en fait un scénario, de faire une accroche de scénario pour faire une partie un peu de Witcher au débeauté. Bah, je trouve que ça peut être une bonne on va dire une bonne amorce. Voilà. Donc un supplément que moi je trouve voilà, plutôt pas mal au niveau de la gamme. Ça reste pour l'instant l'un des seuls suppléments on va dire de contexte, donc c'est un bestiaire hein, et qui est paru actuellement dans la gamme.
et je trouve que il est plutôt intéressant. Et enfin, la dernière sortie, donc il est sorti à l'occasion un petit peu avant le Fige, mais bon, voilà, on l'a surtout vu, on va dire, au Fige et après, donc il est sorti en boutique, genre une semaine après, ou avant, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il était mis en avant, en tout cas au Fige, parce que moi c'est au Fige que je l'ai vu et que je l'ai eu, voilà, que je vous le chronique aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est mon MJ évidemment qui en a hérité. Ce n'est pas moi qui l'ai gardé puisque c'est lui qui jouait les scénarios. Et je remercie d'ailleurs Arkane Asylum de me l'avoir si gentiment confié. Voilà, et donc là nous avons affaire à un supplément de scénarios, comme je le disais, donc 6 scénarios que sont Sous la glace, Promenade dans les bois, Le silence des pierres, Meurtre à Maribor, Bienvenue dans l'arène, la demoiselle au papillon et quelques règles à la fin. Donc, ce n'est pas une campagne, c'est un 6 scénarios indépendants, mais qui peuvent, on va dire, se jouer les uns derrière les autres. Mais les intrigues sont complètement, on va dire, indépendantes. Il y a de très très belles illustrations, malgré tout, à l'intérieur. Par contre, il y en a d'autres sur certains PNJ. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont très très belles. Il n'y a pas de doute. Par contre, il y a certaines illustrations que j'ai trouvées moins haut niveau. Par exemple, vous voyez, là on est un petit peu en dessous, on va dire, de ce qu'on avait l'habitude de voir. Pareil, au niveau des plans, c'est toujours ces fameux plans, comment dire, quadrillage, que je trouve moi fonctionnels, mais vraiment pas sexy. Bon, après, certains diront, ah ouais, mais on n'a pas besoin forcément que ce soit. Ouais, mais bon, ça met pas dans l'ambiance, quoi. C'est ça le problème. C'est que le plan lui-même casse un peu parce que il est pas. Il fait trop, on va dire, trop moderne dans la manière dont il est présenté. Donc ça casse un petit peu quand même. Ça casse un petit peu le rêve, devrais-je dire. Mais c'est fonctionnel. Voilà. Et ça permet, on va dire, de les utiliser s'ils sont agrandis ou reproduits d'une manière ou d'une autre, de jouer, on va dire, un petit peu plus tactique si vous jouez avec des figurines. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Donc, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup puisque je ne les ai pas lus, je ne les ai pas. Mais bon, de ce que j'en sais par rapport, on va dire, au MJ qui l'a entre les mains. Voilà, il va nous les faire jouer, donc ça veut dire qu'on a affaire à des scénarios qui lui en tout cas l'ont convaincu à la lecture, et il peut les faire jouer, on va dire, les uns derrière les autres, sans trop de problèmes, en les raccrochant, on va dire, habilement. C'est peut-être ça justement, peut-être le plus enfin ce qui est gênant, pas vraiment, dans la mesure où voilà, tous les MJ d'une manière ou d'une autre sont toujours en mesure de pouvoir faire ce genre de choses, d'adaptation, et donc de faire une continuité au niveau des scénars. La continuité là, elle n'est pas prévue, faut être clair, mais les 6 scénarios malgré tout sont jouables, donc les uns derrière les autres, avec on va dire un minimum d'effort, si je puis dire, de la part du MJ et un peu des joueurs aussi. Voilà. Donc, et ça, c'est pour 35€. Donc, vous avez 6 scénarios. Donc là, il y a vraiment de quoi jouer quand même pendant déjà pas mal de temps, quoi. Entre le scénario du livre de base plus celui-là, donc ça fait 7 scénarios. Je pense que vous avez de quoi faire, sachant qu'il y a sur le site que je vous mettrai en description également des scénarios supplémentaires qui vous sont proposés par des fans qui sont vraiment quasi officiels, hein. C'est c'est le site, on va dire, majeur français fan de Witcher qui vraiment propose énormément de choses. Moi, j'ai été récupérer énormément de leurs éléments pour faire un dossier à destination justement des joueurs de notre table pour les créations de personnages. Par exemple, la guerrière zéricanienne dont je vous parlais. Et franchement, c'est bien fait, c'est même presque un peu trop. Il y a un peu trop de choses. Et il y a plein en tout cas de scénars qui m'ont l'air vraiment diablement intéressants, même si je les ai pas lus, dans la mesure où notre MJ peut peut-être en piocher un ou deux pour pouvoir nous les faire. Voilà, donc c'était pour la revue de la gamme. Donc il y a également des petites choses qui existent, c'est je dirais des goodies. Donc des sets de dés complets comme ceci. Donc il y en a un pour Triss, un pour Geralt, un pour Yennefer, un pour Jaskier. Moi j'ai celui donc de Triss qui m'a été offert par un de mes joueurs. Notre MJ lui a... non, ça doit être... oui.
l'un des joueurs, lui qui m'a prêté donc sa gamme en VF, a justement Geralt, je crois, et il a peut-être aussi, il y a peut-être aussi Yennefer qui traîne aussi à la table. Donc voilà, c'est vraiment des sets 2D, donc même si on utilise surtout les D10, on a quand même besoin, il y a quand même, c'est un set 2D que vous pouvez utiliser en fait un petit peu pour, comme il est complet, pour n'importe quel jeu. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des dés. Des dés, on va dire, liés comment dire, à la licence pour le jeu en question, même si voilà, il y a certains dés qui ne vous seront pas très utiles dans le... Il y a quelques dés qui sont utiles pour la création de personnages, parce qu'il y a des tables qui ne sont pas toujours des tables au D10, si mes souvenirs sont bons, et des dés 100 également pour tirer des pourcentages, donc la pièce qui elle sert de dé à deux faces, vous l'aurez compris, etc. Et je voulais vous montrer, ça c'est un prêt également de mon MJ, donc un supplément plutôt sympathique chez Brajlon qui édite évidemment les romans en très très belle version avec de très très belles illustrations. Je vous les conseille, moi je les ai vus, ils sont vraiment magnifiques. Et donc il y a une carte, un supplément donc, qui s'appelle la carte de l'univers, qui est à 20 euros. Bon, c'est peut-être pas forcément donné, mais la carte en question vaut quand même le coup. Elle est en plus dans un portfolio entre guillemets qui est vraiment très beau, et la carte elle-même est très belle. Voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir une carte, voilà, il y a plein de façons de suppléments, de petites choses, d'atlas qui existent à droite à gauche, qui ont été faits sur l'univers de The Witcher. Et la carte, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, je voulais vous la montrer et remercier encore mon MJ de m'avoir prêté cela pour la chronique, ainsi que l'un de mes joueurs et ami de longue date pour justement m'avoir prêté lui toute sa gamme en VF. Voilà, donc je rappelle, les sorceleurs, la carte de l'univers. Un petit supplément qui est plutôt sympa sur la table de jeu. Voilà, bah donc c'était Magna Magister pour la gamme Witcher. J'espère que je vous aurai convaincu. Il y a beaucoup, on va dire, d'avis assez variables sur la gamme de Witcher. Il y en a qui vraiment s'y sont mis à fond, qui adorent et qui jouent, on va dire, depuis que le jeu est sorti en VF. Moi, j'avoue que j'avais été assez intrigué. Le système m'avait un petit peu refroidi parce que ça m'avait semblé un peu trop procédural, un peu trop, justement, on va dire, proche des mécaniques et des procédures, justement, de MMORPG, de jeux vidéo. Et c'est pas vraiment le truc que je recherche, moi, dans le jeu. Mais à la pratique, ça, je trouve que franchement le jeu est plutôt agréable. L'univers est vraiment intéressant, donc il mérite quand même qu'on le découvre. Je pense pas que ce soit le système, on va dire, le plus adéquat pour on va dire, simuler des aventures dans cet univers. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais au vu pour ce que j'ai pu en voir, c'est quand même fonctionnel, même si un petit peu trop détaillé, je trouve, sur les procédures, certaines donc procédures de création de potions, d'équipements, enfin gestion de l'équipement, etc. C'est un peu lourdingue. Mais voilà, c'est parce que c'est très détaillé et c'est la volonté, on va dire, d'être justement dans l'émulation du jeu vidéo à travers ça. Donc, on peut pas, d'une certaine manière, leur en vouloir. C'est vrai que pour un jeu de rôle, c'est un peu trop. Enfin, moi, c'est pas, on va dire, ce que je recherche. Et pourtant, voilà, vous savez à quel point je suis fan de Rollmaster. Mais même à Rollmaster, je trouve qu'on n'est pas, dans un luxe, on va dire, de détails et et de procédures comme ça, et de gestion, on va dire, vraiment au poil de cul près de l'équipement. Je trouve que c'est un petit peu trop. Mais bon, bah, ça après, c'est mon avis personnel. Il y en a qui y trouveront énormément d'intérêt et qui se diront, bah là au moins on a le jeu qu'il nous faut, parce que voilà, les choses sont gérées vraiment de manière très claire. C'est très bien réglementé, c'est cadré, c'est strict. Voilà, nous on aime. Donc, si vous aimez, c'est le jeu qu'il vous faut. Si vous n'aimez pas, par contre, ben, vous pourrez quand même passer outre un petit peu tout ce système-là. Utiliser juste les mécaniques de base, qui sont largement suffisantes.
En tout cas, ne pas passer, alors on va dire en dessous du système de création de personnages que moi je trouve vraiment excellent. Au niveau pour la création des backgrounds, c'était vraiment très très riche et très propice. Et le MJ, franchement, on lui a mis mais il avait vraiment comment pourrait-on dire, on lui a servi sur un plateau, quoi. On lui a donné le bâton pour nous battre, hein. C'était assez clair. Surtout moi, mais bon, il y en a d'autres aussi à la table qui ils leur ont vraiment. On lui a donné du grain à moudre, voilà. Et nous, on va vraiment en baver. Donc voilà, c'était à la fois la présentation de la gamme et un petit peu mon retour aussi en tant que joueur sur la gamme The Witcher. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, voilà, si vous voulez donner des petites précisions, parce que là, comme je vous dis, là vraiment je ne suis pas, on va dire, c'est pas en tant que connaisseur que je me suis avancé sur le sujet, mais en tant que joueur. Donc voilà, si vous avez des petites choses à dire, des retours également à faire, eh ben, n'hésitez pas, ça permettra, on va dire, à la communauté de se faire un avis sur la question et de savoir s'ils veulent se lancer ou pas dans l'aventure. Donc je vous dis à bientôt, ne loupez pas encore la troisième vidéo de la semaine, ben, voilà, et les vidéos à venir dans les semaines à venir. C'était Magna Magister pour The Witcher, la gamme en VF chez Arkane Asylum. A bientôt.